Suite à l'épisode sur One Piece, vous avez été très nombreux à nous demander un autre épisode de 5 théories. De ce fait, nous avons choisi un nouveau thème qui nous plaît particulièrement et qui avait beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi nous allons faire ce petit 5 théories, cette fois-ci non pas sur One Piece, ni sur Dragon Ball, ni sur un autre manga, mais nous allons bel et bien parler d'Harry Potter. Et oui, on ne vous cache rien puisque vous venez de le voir au titre de cette théorie. Et si notre ami Hagrid n'était pas seulement un bon et gentil géant? Comme on le sait, J.K. Rowling s'intéresse particulièrement à la culture mythologique dans son œuvre. On a notamment des références à la culture celte avec les loups-garous, de la culture gréco-romaine avec le centaure, et nous pouvons également faire la référence au mythe hindou avec Nagini, le serpent géant, mais également au mythe arabo-égyptien en parlant du phénix. Il est sans compter que les dragons sont également présents, eux qui font partie de nombreuses cultures telles que les asiatiques ou les médiévistes. J.K. Rowling s'est également inspiré de mythes connus tels que la pierre philosophale. Alors avec tout ça, est-ce qu'on pourrait se dire que J.K. Rowling n'a pas essayé de faire sa propre mythologie? Eh bien si. C'est à l'issue de toute cette réflexion qu'on pourrait se poser une question, est-ce qu'il n'y aurait pas une figure que J.K. Rowling n'aurait pas mentionnée mais qui pourrait être présente? Eh bien en effet, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons évoquer l'ange. Dans les textes gréco-latins, il est souvent mentionné que les géants et les titans sont à la tête de l'Olympe. Il sera notamment mentionné dans l'Odyssée qu'Ulysse rencontrera un cyclope, fils de Poséidon, qui sera vu comme un géant. Dans le cas d'Hagrid, on sait justement très bien qu'il est enfant d'une géante et d'un humain. Et bien ce parallèle nous pousse justement à la suite de notre théorie. Pour continuer ceci, nous allons faire une première mention de l'ange telle que, à tout âge, vous devriez la connaître. Nous allons donc parler de l'ange gardien. Bah oui, qui d'autre qu'Hagrid pourra avoir cette fonction dans l'œuvre de J.K. Rowling? Ce bon géant est le premier personnage qui apparaît dans la vie d'Harry suite au décès de ses parents. C'est lui-même qui extraira le bébé des ruines et qui l'emmènera chez les Dursley. De la mort des parents d'Harry à la mort simulée de celui-ci, Hagrid sera le seul personnage qui sera toujours présent dans la vie d'Harry. C'est justement Harry qui guidera Harry Potter jusqu'à Poudlard, c'est également lui qui le protégera face à l'attaque des Mange-Morts, et c'est aussi celui qui n'hésitera pas à révéler des secrets à Harry pour le préparer à de nombreux combats. Il protégera Harry dans l'allée des embrumes, il le conseillera vis-à-vis des dragons pour l'épreuve de la coupe de feu, lui révélera le point faible de Touffu, et il se chargera même au prix de sa vie de rallier les géants à la Grande Guerre. Oui, c'est une évidence, Hagrid a cet aspect protecteur envers Harry. Quoi qu'il fasse, il le soutiendra toujours et on pourrait même aller plus loin avec une analyse que nous avons faite par rapport aux reliques de la mort. Hagrid, en portant Harry décédé, montre une chose. Dans la vie ou dans la mort, il portera toujours Harry. N'est-ce pas une image même de l'ange gardien finalement? Si on veut même appuyer un peu plus le détail, Hagrid, en étant le maître des clés de Poudlard, serait en fait une sorte d'allusion à Saint-Pierre qui est lui-même l'ange gardien du paradis. Donc paradis, Poudlard, et parallèlement, Hagrid protège les portes de Poudlard. Ne serait-ce pas finalement l'ange gardien de Poudlard? Néanmoins, il y a une deuxième vision de l'ange que nous n'avons pas encore citée et qui pourrait très bien se rapprocher à Hagrid. Connaissez-vous la légende de l'ange déchu? Pour ce qui est de l'ange déchu, nous pourrions le rapprocher à trois personnages emblématiques de la culture, qui n'est autre que Jésus-Christ, Lucifer et Satan. Si nous venons d'ailleurs avoir une petite comparaison entre Poudlard et le paradis, il sera mentionné plusieurs fois par Harry que Poudlard est une sorte de lieu sûr, une sorte de second foyer pour lui. Il n'est bien sûr sans rappeler que dans la chambre des secrets, il nous est raconté qu'Hagrid a été expulsé de Poudlard suite à une accusation de Tom Jedusor vis-à-vis de Hagrid et Aragog. Ce renvoi prématuré pourrait nous faire un petit rapprochement entre le départ de Jésus-Christ ainsi que de Lucifer des portes du paradis. On pourrait également faire une petite comparaison entre Judas et Tom Jedusor. Judas, Jedusor... Je trouve que la traduction française en tout cas s'est très bien amusée vis-à-vis de ça. D'ailleurs, Hagrid est considéré comme l'ami mais également l'oreille et les yeux de Dumbledore qui est un personnage qu'on pourrait considérer d'omniscient. Si on maintient cette idée, cela peut nous faire très facilement rapprocher à la relation entre Lucifer et Dieu qui était lui-même totalement omniscient. Mais si on continue à se référer à Lucifer, le lien est évident puisque Lucifer en quittant les portes du paradis a décidé de protéger un lieu qu'on nommera les enfers. Lucifer sera reconnu pour certains comme celui qu'on appelle Satan, celui qui gouverne les enfers. Mais si l'on y réfléchit bien, Hagrid, en étant le maître des clés de Poudlard, c'est également le maître de Touffu. Touffu qui ressemble également au Cerbère des enfers. Hagrid est également le garde-chasse de la forêt interdite, ce qui peut une énième fois apporter un petit indice sur le fait que la forêt interdite serait la frontière entre les hommes et les monstres. La frontière entre les hommes et les monstres, c'est également comme cela qu'est défini les enfers.
Il n'est de plus pas difficile de voir qu'Hagrid est l'ami de ces monstres et il les protège coûte que coûte. On peut continuer cette idée en ajoutant le terme d'apocalypse, car comme on le sait, l'apocalypse se déclenchera par le feu sur Terre. Et Hagrid ne rêve que d'une chose, c'est d'obtenir un dragon. Nous avons plusieurs mentions de dragons, dont une qui pourrait nous rapprocher aux cavaliers de l'apocalypse. Selon cette légende, lorsque les 4 cavaliers se réuniront, la marque de la mort se propagera dans le monde. Les 4 chevaux, selon la légende, sont rouges, noirs, verts et blancs. Et étonnamment, quand on regarde la description que J.K. Rowling fait de ces 4 dragons dans l'épreuve de la coupe de feu, eh ben, il y a une réelle ressemblance. Le bout de feu chinois est en effet rouge écarlate, le magyar à pointe est mentionné comme ayant des écailles noires, le ver gallois de Fleur de la Cour est en effet vert, et enfin le suédois à museau court est mentionné comme bleu argenté. Ces 4 dragons peuvent en effet être une référence aux cavaliers de l'Apocalypse, mais est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose sur la fin du film? Car à la fin de la coupe de feu, la mort Voldemort revient à la vie et laisse son empreinte dans le ciel après l'exécution de Cédric Diggory. C'est d'ailleurs, si on n'oublie pas, Hagrid qui nous a présenté ces 4 dragons et qui avait une certaine admiration dans la forêt interdite. Enfin, pour terminer cette théorie qui est un peu tirée par les cheveux, vous me direz, j'aimerais ajouter un petit détail. Lucifer en latin exprime celui qui est porteur de lumière. Et qui d'autre qu'Hagrid pourrait correspondre à cette définition quand on voit le début d'Harry Potter. Dans l'école des sorciers, lorsque Dumbledore éteint toutes les lumières de la rue de Whittle-Weining, une seule lumière éclaire la rue. C'est le scooter d'Hagrid qui arrive. Et Hagrid porte avec lui Harry Potter, qui serait finalement la lueur d'espoir dans ce monde. J'espère en tout cas que vous avez pu survivre à cette première théorie qui était plutôt longue et un peu compliquée, mais pour cela nous allons faire du plus simple et du plus court pour cette deuxième théorie. Et si Hagrid connaissait Norbert Dragono? Il nous est dit dans le second volet d'Harry Potter que Hagrid a obtenu Aragog des mains d'un étranger qui venait d'un pays lointain. Cet étranger peut bien sûr être n'importe qui si on y réfléchit bien, mais on sait quand même que Norbert Dragono est celui qui a écrit les Animaux Fantastiques. C'est lui-même qui a découvert toutes les espèces étrangères. Alors pourquoi ne pourrait-il pas avoir amené Aragog en Angleterre? Sachant également que Norbert Dragono, à l'époque d'Harry Potter, est plutôt âgé et quasiment à la retraite, il a à peu près 94 ans, il serait peut-être plus apte à protéger ses animaux et pourrait les léguer à quelqu'un qui les protégerait. Et quand on connaît Hagrid, on sait que c'est la personne idéale pour ça. On pourrait même ajouter un petit détail qui est intéressant. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la carte du maraudeur, on voit Newt Scamander sur la carte. Norbert Dragono est à Poudlard dans Le Prisonnier d'Azkaban. Alors, est-ce que c'est pour de vrai? Est-ce que ce serait juste un clin d'œil des réalisateurs? Nous ne pouvons pas le savoir. Mais cette théorie est dingue parce qu'en fait, quand on regarde dans l'école des sorciers, quand l'œuf éclot Hagrid, la première chose qu'il fait, c'est il le nomme Norbert. Norbert, le bébé dragon. Norbert, le dragono. Et si ce n'était pas un exemple concret que cette théorie est valide? Eh bien, malheureusement, bien que cette théorie partait très bien, elle est totalement fausse puisque, comme on le sait, Norbert, le dragon, s'appelle également Norbert's Dragon en anglais. Mais pour ce qui est de Norbert Dragono, eh bien, il s'appelle seulement Newt Scamander en anglais. Alors la théorie partait très bien, mais malheureusement, le rapport entre Norbert et Norbert Dragono n'est pas valide en anglais. Ah, c'est dommage, moi qui tenais une si bonne théorie pourtant. Au moins j'aurais pu vous faire découvrir qu'il y avait des petits easter eggs dans Harry Potter. Allez, théorie 3. Rogue a-t-il ressuscité Lily Potter? En effet, d'après l'analyse de certains fans, il semblerait que ce soit possible. Et si nous l'avions tous manqué, mais que Rogue, dans son premier échange avec Harry Potter, avait révélé des secrets que nous n'avions pas compris. Je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, d'après cette théorie, lorsque Rogue pose des questions à Harry Potter dans l'école des sorciers, ce n'est pas seulement pour être condescendant, mais c'est bel et bien pour lui révéler une information par le biais du langage des plantes. La question qui mène à cette théorie est celle-ci. qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Le professeur de potions pose des questions scientifiques à Harry Potter car il sait qu'il ne pourra pas y répondre. Et pourtant, lorsque l'on analyse bien les paroles, on peut remarquer qu'il y a un certain message codé. Si l'on s'intéresse au langage des fleurs, on se rend compte que le prince de sang mêlé révèle à Harry son amour pour sa mère. Si l'on traduit ce message codé, on remarque que l'asphodèle
signifie « je regrette le passé ». Et wormwood, qui signifie plus l'absinthe que l'armoise dans la traduction française, signifierait en réalité ce qui est la séparation, la peine de cœur, l'abandon. Autre détail qui peut nous paraître important, c'est que l'asphodèle fait partie de ce que l'on appelle la famille des liliacées. En anglais, on appelle ça la Lily Flowers. Lily, forcément, ça peut nous rappeler très facilement la mère d'Harry Potter. Pour continuer cette théorie, il y a une phrase qui a été ajoutée dans des scènes coupées, mais qui est également présente dans le film, qui n'est autre que « Pour votre information, Potter, l'asphodèle et l'armoise donnent un somnifère si puissant qu'on appelle la goutte du mort-vivant. » Alors pourquoi cette allusion au mort-vivant? Cette hypothèse peut sembler vraie car comme on le sait, l'âme de Lily Potter était dans la baguette de Voldemort et non dans le corps de la défunte. Ce pourrait clairement expliquer la légende de la pierre de la résurrection. Car oui, si jamais on se réfère au conte de Biddle le Barde, les reliques de la mort, on sait qu'un des frères a demandé une pierre de résurrection pour ressusciter sa femme décédée. Le souci, c'est que sa femme, revenant à la vie, n'était plus du tout pareille, et ça l'a poussé dans un profond chagrin qui le poussa même à se suicider. Selon certains fans, les trois frères des reliques de la mort seraient en réalité des parallèles entre Harry Potter, Voldemort et Rogue. On peut rajouter que ce dernier est un professionnel des potions, alors pourquoi n'aurait-il pas essayé de ressusciter Lily Potter? C'est en tout cas ce que l'on peut interpréter vis-à-vis de l'échange entre Rogue et Harry. Mais pour ce qui est des reliques de la mort, nous allons en parler un peu plus précisément dans la théorie suivante. Alors que J.K. Rowling trouva l'inspiration pour créer son Harry Potter, une nouvelle tragique arrive. La mère de J.K. Rowling décède d'une sclérose en plaques. C'est après cet événement que l'autrice se décide à écrire son histoire. C'est à partir de ce point de contextualisation qu'une théorie populaire est apparue. Et si, en réalité, Harry Potter montrerait les étapes du deuil? Il est en effet intéressant de se poser la question quand on sait que l'œuvre est composée de 7 tomes et que parallèlement, il y a 7 étapes du deuil qui sont le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et enfin la reconstruction. Mais ça, vous êtes censé être bien au courant puisque vous avez tous vu notre vidéo 5 théories sur Charlie à chocolaterie, n'est-ce pas? Bref, dans Harry Potter, ces 7 étapes sont effectivement présentes dans les 7 tomes. Dans l'école des sorciers, il est évident que l'étape qui nous est présentée est le choc puisque tout l'épisode est centré sur la surprise. Le premier choc intervient lorsque Harry apprend qu'il est un sorcier et apprend comment ses parents sont morts. Il découvre un monde à l'opposé du sien, il apprend qu'il est une star alors qu'il pensait n'être personne, et puis surtout, il rencontre la mort en personne, celui qui a tué ses parents. Je suis désolé, mais si ça c'est pas un choc. Dans la chambre des secrets, c'est plutôt le déni qui est mis en avant, puisque comme on le sait, Dobby ainsi que les Dursley empêchent Harry Potter de retourner à Poudlard. Cette interdiction pourrait nous faire penser que les personnages essayent d'empêcher Harry Potter de retourner dans cette illusion que tout va bien, que tout est normal. Mais malgré tout ça, Harry Potter ne les écoute pas et y retourne comme si il voulait rester dans cette illusion. Un peu comme s'il refusait de voir la réalité en face. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, appelez-le comme vous le voulez, mais l'important est que la colère est omniprésente. Le premier exemple pertinent est bien entendu quand Harry, au début du livre et du film, fait gonfler comme un ballon de baudruche sa tante Marge. Cette colère suit d'ailleurs le déni, car il est obligé de mentir à sa tante qui est moldue. Cette transition du déni à la colère va tout de suite se transformer en une colère intensive d'Harry. La haine principale de cet épisode sera surtout centrée sur Sirius Black, qui est estimé comme celui qui a trahi les parents d'Harry. Cette colère sera enfin repoussée sur Peter Pettigrew. On a également la colère d'Hermione et Harry envers Malfoy, car ils ne peuvent pas sauver Buck. L'injustice que nous voyons dans le cas de l'exécution de Buck est quelque chose de très répandu dans le corps des mortels. Parce qu'en effet, quand quelqu'un perd un proche, il va souvent être énervé, voire frustré de n'avoir rien pu faire. Pour ce qui est de la coupe de feu, on passe aussitôt de la colère à la tristesse. Au tout début, on va voir une certaine colère qui s'immisce entre Ron et Hermione, mais petit à petit, cette colère va se transformer en une sorte de tristesse chez Harry qui va se sentir seul, qui va être isolé de tout le monde car tout le monde pense qu'il est un menteur. Il ne se sent en effet plus accepté par son entourage, il se sent également jugé, mais s'il se fera également repousser par Cho, son crush du moment. Le bal se passera d'ailleurs très mal pour lui ainsi que pour Ron et Hermione qui seront tous les trois plongés dans une certaine tristesse. Il n'est bien sûr pas sans rappeler la tristesse d'Harry Potter lorsqu'il sera témoin du décès de Cédric Diggory.
L'ordre du Phénix désormais est l'étape de la résignation. Harry succédera à une suite d'échecs qui le poussera à vouloir abandonner. Refusé dans un premier temps par l'ordre du Phénix, il sera également interdit d'évoquer le nom de Voldemort et de se défendre contre lui. Il créera l'armée de Dumbledore qui sera finalement dissoute et il sera témoin de la mort de son oncle Sirius Black. Autre petit détail important sur l'ordre du Phénix, c'est que tout le long, Voldemort montrera sa supériorité vis-à-vis d'Harry. Dumbledore sera même obligé de prendre le relais pour protéger Harry face à Voldemort. On n'a jamais vu Harry aussi résigné qu'à la fin de ce livre. Le prince de sang mêlé met cette fois-ci en avant l'acceptation chez Harry Potter. L'acceptation est cette fois-ci perçue par Harry mais également par le monde entier. Après l'attaque au ministère, il est maintenant évident que Dumbledore et Harry Potter disent la vérité. La montée en puissance de Voldemort ainsi que de la mort est désormais Incontesté. Petit rappel, on disait précédemment que Poudlard était une sorte d'illusion que tout va bien, que rien ne pouvait nous arriver. Et c'est pourtant dans ce tome que Harry Potter dira qu'il ne reviendra pas à Poudlard l'année suivante. Il accepte finalement la mort et refuse de s'enfermer dans cette illusion de sécurité. On disait que dans le tome précédent, Dumbledore avait remplacé Harry Potter qui était impuissant, et cette fois-ci, c'est Harry qui prend la place de Dumbledore décédé. Il prendra ainsi la tête de l'armée de Dumbledore afin d'éradiquer la mort. Enfin, pour ce qui est des reliques de la mort, le dernier tome d'Harry Potter, il n'est sans conteste que l'on parlera bien entendu de la reconstruction. Première chose, Harry Potter remplace Dumbledore et part à la recherche des Horcruxes. Il connaît désormais la seule manière de vaincre la mort, qui est de se confronter directement à elle afin de pouvoir renaître de ses cendres. Comme le Phénix, vu qu'il appartient à l'ordre du Phénix. Vous l'avez ? Et c'est en effet ce qui arrive puisque c'est après avoir vu la mort en face qu'il commencera à changer. Tout d'abord en renaissant dans les bras d'Harry, puis en construisant une famille avec Ginny. Poudlard étant détruit, Harry ayant vécu la vision de la mort qu'il avait, il n'est donc plus nécessaire pour lui de revenir à Poudlard. Il peut donc sortir de cette illusion de sécurité et reprendre une vie totalement normale. Pour appuyer cette théorie, nous allons rappeler le conte de Biddle le Bard que nous avons évoqué précédemment qui se nomme les reliques de la mort. Durant ces 7 tomes, nous sommes tout à fait au courant de la présence de ces reliques puisque nous voyons la cape d'invisibilité dès le premier tome. De plus, comme de nombreux fans l'ont analysé, les 3 frères se rapprochent de plus en plus à Voldemort, Harry et Rogue. Voldemort obtiendra en effet cette baguette qui le rendra le plus puissant du monde, bien au-delà de la mort elle-même si l'on considère que Dumbledore serait la mort selon certaines théories. Rogue, si l'on s'en tient à la théorie précédente, a en effet utilisé cette forme de pierre de résurrection. En essayant de ressusciter Lily Potter et voyant qu'elle n'était plus la même, il se donnera la mort de chagrin. Harry Potter est celui avec sa cape d'invisibilité qui rencontrera la mort et la saluera comme une vieille amie. Quand on voit à quel point les 3 personnages ressemblent bel et bien aux 3 frères du conte, on pourrait se dire, et si finalement Harry Potter ne serait pas juste un conte qui apporterait une morale finale aux enfants qui la lisent ? Et si J.K. Rowling voulait apporter avec cette œuvre une sorte de petite morale qui n'est autre que le meilleur moyen pour nous de vivre et d'accepter que la mort fait bel et bien partie de nos vies. Pour ajouter un détail final à cette théorie, J.K. Rowling a commencé à écrire son histoire dans une gare en attendant le train. Or, son histoire, mais également la scène de mort d'Harry, se déroule dans la gare de King Cross. Et si c'était une manière de montrer l'acceptation de l'autrice suite à la mort de sa mère. Est-ce que ça se passe dans ma tête? Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel? Et si toute l'histoire d'Harry Potter était fausse? Oui, vous allez nous dire, c'est la théorie facile quand on voit qu'il y a eu des théories sur Rick Grimes qui ne se serait jamais réveillé de son coma, ou encore que Sacha Ketchum serait en fait en train de rêver d'un monde rempli de Pokémon. Eh bien nous avons malgré tout beaucoup d'arguments qui poussent à croire que notre théorie n'est pas totalement infondée. Beaucoup de personnes se sont demandé, après la sortie des Animaux Fantastiques, et si Norbert Dragono, avec son obstination des animaux et son problème d'interaction sociale avec les gens, serait-il peut-être un Asperger, ce que l'on appellerait un autiste à haut potentiel? Pour ma part, je me suis souvent posé la question de pourquoi ce sont les sorciers qui doivent se cacher des moldus, alors que les sorciers avec tout leur pouvoir, ils ne devraient avoir aucune peur des moldus. Et puis, il y a pas mal de sous-entendus qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille. Au départ, Harry est un enfant qui pourrait paraître plutôt lambda, et pourtant les Dursley nous mentionneront plusieurs fois que c'est un enfant Étrange. Lorsqu'Harry Potter apprendra qu'il est un sorcier, la première chose qui nous sera mentionnée par Hagrid est... Eh bien, juste Harry. Il ne s'est jamais passé de choses bizarres, de choses inexplicables quand tu étais en colère ou que tu avais peur. Pour des personnes qui possèdent des traits du spectre autistique, il arrive fréquemment que les réactions soient différentes sous l'effet de la colère ou de la peur.
Très souvent, c'est même ça qui va apporter un regard différent sur les gens autistes. On pourra notamment citer la première scène dans le zoo, lorsque Vernon, son oncle, ne comprend pas la réaction d'Harry. Et puis les personnes qui sont touchées par le spectre autistique sont souvent considérées comme étranges. D'ailleurs, les Dursley n'hésiteront pas à souvent faire mention de ce terme. J'étais la seule à la voir telle qu'elle était. Oh, Australie, je savais que tu serais comme eux, tout aussi bizarre, tout aussi anormal. Oh, je suis vraiment navré. C'est mon neveu, il est très perturbé. Ces quelques phrases appuient énormément sur l'étrangeté d'Harry Potter vis-à-vis des Moldus. De plus, Harry semble vouloir très souvent s'isoler. Durant une des scènes coupées de l'école des sorciers, il nous sera montré un Harry fuyant le repas avec les autres. Il s'isolera également pour être seul face au miroir du Riséd. Dans l'ordre du Phénix, on pourra même noter une phrase d'Hermione qui dira « Tu sais, je ne peux pas te comprendre si tu ne me dis rien. » Ce qui montre encore une fois qu'Harry Potter a quelques problèmes à dire ce qu'il ressent. Sans oublier qu'il possède la cape d'invisibilité, donc pour quelqu'un qui veut se camoufler des autres, il n'y a pas meilleur moyen. Il y a bien entendu beaucoup d'autres exemples, mais je m'arrêterai là sur ce point. Cet argument est plutôt crédible quand on sait que la majorité des autistes ont quelques problèmes dans les interactions sociales. Ils ont plus souvent l'envie d'être seuls plutôt que d'être entourés de personnes. Certains même préfèrent la solitude. Dans ce même angle, on pourrait ajouter le fait qu'Harry Potter déteste avoir la lumière sur soi. Face à Hagrid, Harry. Juste Harry. Et dans l'ordre du Phénix où il refusera dans un premier temps d'être professeur car il ne se sent pas à la hauteur. Pourtant, comme le dit Hermione, Harry est censé être naturellement doué pour ces choses-là. Ce à quoi il répondra que lorsque notre vie est mise en jeu, il est plus facile de se défendre et d'agir sous le coup de l'instinct plutôt que d'agir dans des entraînements. Pourtant, on peut noter chez Harry une certaine facilité à reproduire les actes des autres. Il reproduira d'ailleurs le Patronus qui est un des sorts les plus délicats à apprendre. Cette capacité à apprendre vite de nouvelles compétences est également très présente dans le cas de l'autiste. Au même titre que les autistes, on peut noter qu'Harry n'a pas énormément de centre d'intérêt. Lorsque Lupin lui demandera de penser à un souvenir heureux, le premier souvenir qui viendra à Harry est un match de Quidditch. Un peu comme Dragono avec son obsession des animaux fantastiques. Harry a très peu de centre d'intérêt, mais est très doué dans ceux-ci. Il est également bien connu que les autistes ont un certain problème à se concentrer. Ils ont tendance à penser à tant de choses à la fois qu'il leur est impossible de rester concentrés sur un seul et même sujet. Si vous vous souvenez de notre théorie avec Rogue, c'est exactement pour cela même que Rogue intervient vis-à-vis d'Harry Potter. Il lui dira qu'il n'est pas concentré sur son cours. Cette inattention est un point qui est pertinent dans notre théorie, car comme on le sait, les enfants qui sont atteints de ces troubles ont ce qu'on appelle une imagination très débordante. Ce qui fait que pour la plupart d'entre eux, il est très facile de s'extraire de notre monde réel pour finalement s'enfermer dans une sorte d'illusion. Dans le cas d'Harry, c'est totalement crédible, parce que comme on le sait, c'est une personne qui a toujours été rejetée, qui a toujours été également maltraitée. Donc ce serait pour lui le meilleur moyen de s'épanouir que de créer un monde où il ne serait pas plus différent qu'un autre. How do I look? Exceptionally ordinary. Où sa différence serait finalement quelque chose de logique, d'expliqué, ce qui nous amènerait à penser que Poudlard est finalement le simple fruit de son imagination. À ce moment-là, vous allez me dire, oui mais n'importe qui veut créer un monde illusoire lorsque tout va mal. Et pourtant on peut noter qu'il y a certains points encore plus précis qui montrent que Harry serait peut-être autiste. Car comme on le sait, Harry Potter passe de très mauvaises nuits et est également atteint de beaucoup de troubles épileptiques. On notera d'ailleurs qu'Harry Potter s'évanouira à plusieurs reprises, souvent dans la foule. On avait évoqué que toute la saga Harry Potter serait finalement une allusion à un conte. Et si finalement, toute l'histoire d'Harry Potter était fausse et qu'en réalité, la seule vérité serait le conte des Reliques de la Mort, écrite par Harry lui-même. Si tout cela est vrai, cela expliquerait totalement pourquoi les sorciers se sentent obligés de se cacher des Moldus. Car Harry Potter, étant lui-même autiste, aura tout intérêt à vouloir se cacher des gens qu'il dit normaux. Pour terminer cette théorie, il n'est pas sans rappeler qu'Harry est également un fourche-langue, ce qui le rend à la fois différent des Moldus, mais également différent des sorciers. Cette différence, ainsi que la peur de rejoindre Serpentard, montre qu'Harry a une certaine peur. Peur de devenir quelqu'un de mauvais, peur par sa différence de faire du mal aux gens. Il fera d'ailleurs plusieurs fois mention d'une peur de devenir comme Voldemort, de lui ressembler. Si l'on considère nos arguments comme vrais, cette peur peut finalement prendre un certain sens. Dans le cas d'une personne autiste, il est très fréquent d'avoir peur que les différences fassent de nous quelqu'un de mauvais. C'est dans ce cas même qu'Harry Potter est amené à avoir peur de devenir Voldemort. Toutes ces pensées qu'on apporte sur cette théorie nous ramènent également à la théorie précédente. Et si finalement Harry Potter cherchait juste à accepter sa mort, est-ce que Harry Potter ne chercherait pas autre chose? Peut-être tout simplement à être
accepter, à apprendre de son monde et de le comprendre. Et si finalement l'aboutissement de cette histoire était l'acceptation de ces différences. C'est par l'acceptation de ces différences qu'Harry Potter pourra enfin devenir quelqu'un. C'est en commençant par s'accepter soi-même qu'il pourra fonder une famille. Pour terminer pour de bon cette théorie, il n'est pas sans rappeler la dernière scène des Reliques de la Mort, lorsque Harry et son fils Albus Severus Potter vont ensemble sur le quai. Il est intéressant de noter que Albus a cette peur d'aller à Serpentard, comme son père l'a eu il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est assez étrange de voir cette peur chez Albus, sachant que son frère et sa sœur ne semblent pas du tout intimidés ni apeurés vis-à-vis de la rentrée à Poudlard. Cette peur de Serpentard qu'il tient de son père ne serait-il pas un petit indice pour nous dire que lui-même serait autiste, comme Harry ? Ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est qu'elle ne marche pas seulement dans le cas de l'autisme. Imaginez pendant 2 secondes qu'Harry Potter et les sorciers ne soient pas des sorciers, mais seraient en réalité des personnes que l'on pourrait dire métissées. Essayez de relire sous cet angle et vous vous rendrez compte que aussi bien l'autisme que le racisme ou la xénophobie pourraient être des messages apportés par J.K. Rowling. Ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est qu'elle marche pour plusieurs motifs et pas seulement pour l'autisme. Toute cette analyse psychologique de l'œuvre pourrait également marcher dans le cas de la xénophobie ou même du racisme. Imaginez-vous 2 secondes, vous relisez cette œuvre, mais cette fois-ci ce n'est pas Harry et les sorciers, mais tous ces personnages sont en réalité des personnes métisses dans un monde de blancs. Vous vous rendrez très vite compte que l'analyse que l'on vient de faire marche toujours, mais que la lecture d'Harry Potter sera totalement différente. Je vous laisse imaginer ça 2 secondes. C'est ainsi que ces 5 théories sur Harry Potter se terminent. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge ou le pouce que vous voulez afin de nous signaler si vous avez aimé ou non cette vidéo. Dois-je également vous rappeler que si jamais ça vous a plu, cela nous ferait énormément plaisir que vous la partagiez à vos amis, à vos familles ou à n'importe qui d'autre afin que l'on puisse pouvoir faire d'autres contenus à l'avenir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez des idées de prochaines théories que l'on pourrait évoquer, car après One Piece, Harry Potter et vice versa, je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à faire. Je vous souhaite une très bonne journée et je dis méfaits accomplis.